Bonjour à tous, vous avez déjà eu la première partie de cette vidéo. Voici la suite de l'histoire de Rebecca et de ses chiens Jem et Zola. On va se concentrer un petit peu plus sur Jem. Les décors étaient époustouflants, on était en plein milieu du Vercors. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi j'ai eu à aller la tourner. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Bon visionnage. Et salut à tous, c'est parti donc pour ce nouvel entretien. Aujourd'hui on est avec Sylvia Masson, comme à chaque fois que je présente, parce que pas à chaque fois, mais j'imagine qu'il y aura une bonne rôle, un truc qui en parle. Du coup aujourd'hui on va parler de Jem, c'est ça? C'est ça, Jem. Et je te laisse un petit peu nous expliquer l'histoire et de la personne qui s'en occupe, et puis de Jem. Bien. Jem, c'est un chien croisé berger qui habite là-haut, sur la montagne. D'accord. Sur le plateau du Vercors. Ouais. Donc sa propriétaire, c'est une dame qui est américaine. Oui. Et qui a rencontré son mari, alors je crois aux États-Unis, mais qui a décidé du coup de faire elle le trajet. Lui, il a fait des études là-bas et donc maintenant elle habite en France. Et du coup, ça fait partie des consultations en anglais, donc pour moi un peu plus difficile, mais du coup quand même plus confortable pour elle. Et Jem, la dame vient me voir quand il a 1 an et demi, c'était en mai 2022, donc tu vois, ça fait maintenant bientôt 2 ans. Et elle vient me voir parce que, alors c'est une dame qui est américaine et c'est pas anodin parce que là-bas ils ont une culture du chien qui est un peu différente. C'est-à-dire ? Les écoles du chiot, les cours avec le chien, l'investissement en temps sur le chien est conséquent. D'accord. Il y a vraiment une culture des cours d'éducation. La plupart, enfin en tout cas ils en font beaucoup toutes les visiblement semaines, d'Américains. ou... Alors plus que toutes les semaines. Ah oui, d'accord. Quand je la vois, elle suit un cours en visio américain chaque semaine, du coup sur, je crois qu'à l'époque c'était du travail sur du nosework, donc travail de pistage, choses comme ça. Elle a 2 éducatrices, une qu'elle voit pour les cours collectifs et une qu'elle voit pour des cours individuels, donc elle a minimum 3 séances d'éducation par semaine. Waouh. Et elle en a fait même plus à certains moments. Elle a suivi différentes classes. Elle suit aussi beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux. Enfin, tout ce qu'elle peut trouver en fait sur le chien. C'est une dame qui a toujours eu des chiens. Elle a d'ailleurs un autre chien avec Jem qui est plus âgé. Mais jusqu'à présent, elle a jamais été vraiment mise en difficulté dans l'éducation de ses chiens. Et Jem, ce qu'il fait, c'est qu'il est extrêmement agressif. Depuis petit. D'accord. Donc il a peur des gens qu'il connaît pas, ça c'est sûr qu'il y a cet élément-là. Depuis petit, j'aime bien préciser un peu, c'est quasiment dès l'adoption. Ouais. Les premières agressions, elles arrivent chez lui, il faudrait que je retrouve, mais probablement, en tout cas avant la puberté. Ok. Et c'est un chien qui... alors il y a une certaine peur des humains au départ, donc elle voit assez vite, sauf qu'il fait beaucoup d'autres choses que ça. C'est-à-dire que c'est une dame qui évidemment a fait tellement de cours que autant dire que sur le timing, sur la qualité de ce qu'elle fait en technique d'éducation, on est sur plutôt du très haut niveau. On va aller voir quelqu'un qui est meilleur que moi peut-être. Voilà, c'est ça, elle va t'apprendre beaucoup de choses, je pense. Et malgré ça, il y a des erreurs. Je me rappelle d'une première scène qu'elle m'a décrite. Donc Jem aime pas qu'on lui mette la laisse, ou il en a peur, enfin en tout cas... Au départ, il en avait peut-être peur à un moment, mais en tout cas, ce moment de mettre la laisse pour partir en balade est un moment de grosse tension. Régulièrement, la famille, que ce soit le mari de madame ou une de ses filles qui sont grandes, elles sont adultes, les filles, se sont fait mordre sur des cas comme ça. Il peut aussi agresser autour de la nourriture. Donc pas quand elle donne des friandises, mais quand les humains sont à proximité, il peut aussi y avoir des déclenchements. Et quand je dis des déclenchements, c'est pas l'humain qui vient embêter Jem. D'ailleurs, la dame, elle est pas du tout là-dedans. Et quand ça arrive, elle se dit c'est de ma faute, j'ai dû passer trop près, etc. Mais elle passe à 4 mètres et elle peut se faire attaquer. Et aller l'agresser. Et j'espère qu'elle nous refournira ces vidéos-là. Mais moi, j'ai vu un certain nombre de vidéos d'agression qu'il pouvait faire où vraiment... c'est des agressions très offensives. Clairement, l'humain regarde même pas le chien et le chien il déclenche et avec une agression extrêmement violente. Donc quand je la vois, elle s'est fait mordre plusieurs fois, son mari aussi. Et il y a grosso modo que elle qui s'occupe de chien et qui le gère au millimètre. Et donc il y avait une scène où comme ça, elle avait mis la laisse à Jem. Elle avait une friandise, je crois, dans la main qu'elle a voulu lui donner. Il l'a mordue à ce moment-là sans prendre la friandise. Donc elle a, je crois, posé la friandise. Tu lui feras raconter l'histoire parce que je pense que j'ai oublié une partie, mais en gros, donc elle a posé la laisse ou enlevé la laisse pour pas l'inquiéter, qu'elle n'avait pas réussi à mettre. L'autre chien est allé manger la friandise, il s'est rien passé. Elle arrive à calmer l'action suite à cette fait mordre, etc. Elle lui demande de s'asseoir gentiment, il le fait. Et elle s'écarte pour aller pour aller vers la laisse, mais sans vouloir la prendre. Et là, il la réattaque. Enfin,
si tu veux, des agressions où vraiment tu te dis non mais là la scène elle est surréaliste parce que elle était en train de grosso modo rien faire, quoi. Oui, Et en tout cas on voit une espèce de parano du chien qui s'imagine une scène complètement différente, et la dame de toute façon elle le vit comme ça, c'est-à-dire qu'elle me dit mais ça doit être de ma faute, j'ai peut-être regardé la laisse, il a cru que je voulais la prendre, enfin même elle se dit qu'est-ce qu'il a pu se représenter pour faire ça. Bien sûr. Donc des réactions qui sont... On se pose tous la question là pendant que tu le racontes, on se dit tiens ce chien il est malin, il a compris qu'elle allait retourner, voilà, etc. Mais on peut aussi se dire, en toute simplicité, c'est pas parce qu'elle fait ça qu'il faut que je lui plante un coup de canif. Parce que il y a ça, il y a la violence de l'agression en rapport avec le contexte qui est complètement disproportionné, et il y a le fait que malgré toutes les précautions qu'elle prend, il y a des moments où ce chien littéralement vrille et fait des espèces d'agressions comme ça, et il peut se passer des jours où ça va bien, et puis tout d'un coup il va plus du tout vouloir. Alors en plus ça se passe bien relativement, c'est-à-dire que elle arrive à pas se faire agresser parce qu'elle prend des précautions. Mais si je lui demande cash, bon, qu'est-ce qui se passe si vous arrivez normalement comme sur votre autre chien, que vous lui dites assis, que vous allez pour mettre la laisse, la réponse c'est je me fais agresser à chaque fois. D'accord. Donc en fait, c'est parce qu'elle trouve des petits moyens, donc elle a plein de moyens qu'elle a mis en place, elle l'a éduqué à la cage pour pouvoir se mettre en sécurité dans certains cas où il se montre agressif, lui demander d'aller là-bas, fermer la cage et puis attendre une demi-heure que ça passe. Enfin, elle a vraiment des tonnes de stratégies, mais malgré ça, ça continue de monter en puissance, le chien grandit, il fait un bon 25 kilos, et il est extrêmement dangereux, quoi. D'accord. Donc le diagnostic de ce chien, c'est un diagnostic de dissocialisation. Chez Jem, elle est quasiment complète, et avec sa maîtresse, elle a le droit de faire plus de choses que les autres parce qu'elle y a passé vraiment un temps fou et qu'elle le connaît depuis petit. Mais malgré tout, même elle n'a pas tous les droits, et il y a des moments où ce chien il dit là c'est non, on ne me le fera pas, et où de toute façon plus personne peut l'approcher, et où il a suffisamment fait de fois pour prouver que oui, si tu t'approches, la conséquence elle est immédiate et elle est violente. Et tu peux juste redéfinir une fois dissocialisation, parce que c'est le diagnostic. Ouais, donc la dissocialisation, au début on pensait que c'était Paja, quand il le décrit en 95, il décrit des chiens qui ont été élevés dans des élevages où on les a séparés de la mère à 3 semaines volontairement pour qu'ils aient plus de mordants, enfin des trucs où on cherche à avoir un chien qui n'aura pas d'inhibition de la morsure, c'est un peu l'idée. Donc à 3 semaines on enlève la mère, on entraîne les chevaux avec des serpillières. La mère a pour mission, en règle générale, d'apprendre au chien à se contrôler, c'est-à-dire à ne pas mordre trop fort, que ça reste du jeu. Puis après derrière nous on prend le relais quand on a le chien. Là on retire les chiens assez tôt pour pas que la mère lui fasse cet apprentissage, afin que le chien soit... Effectivement, ça c'est un bon moyen de fabriquer artificiellement des chiens dissocialisés. En gros, on leur apprend pas les règles et on les apprend à se défendre avec violence à peu près à tout ce qui se passe autour d'eux, quoi. Dissocialiser, ça veut pas dire que le chien mord, ça veut dire que le chien n'a pas de règles sociales. C'est ça, il accepte absolument pas les règles sociales, donc il peut être très obéissant en éducation, il peut accepter de faire des choses, si ça va dans le sens de ce qu'il a envie de faire, tout va bien. D'accord. Mais à partir du moment où on va vouloir poser un interdit sur ce qui est important pour lui, il va dire bah là si tu veux m'obliger à faire ça, on va se battre et on va voir qui gagne, quoi. Enfin, c'est un peu l'idée, quoi. Délinquant juvénile, quoi, en quelque sorte. Ok. Après, elle, j'imagine qu'elle se battait pas beaucoup avec son chien. Ah non, elle n'était pas du tout là-dedans, mais du coup, justement, au départ, cette affection, elle était décrite comme, voilà, c'est des chiens où on a enlevé les inhibitions que la mère aurait dû mettre, et du coup, on se retrouve avec quelque chose qui nous dépasse. Et dans le cas de Jem, c'est pas ça du tout, hein. C'est un chien croisé border qui a été adopté dans une ferme pas loin de chez elle. Elle a vu la portée, elle a vu les parents sont pas du tout comme ça. Il n'y a pas eu ces conditions de séparation de la mère extrêmement précoces, donc on se dit bien qu'il doit y avoir quand même de la génétique derrière aussi. Donc c'est sûr qu'il a été adopté pendant le confinement, ce chien, et du coup il a eu assez peu de contact, enfin moins que ce qu'il aurait pu avoir avec les humains, mais malgré tout elle a quand même fait un travail, elle est allée à l'école du chiot. Et un des points critiques pour ce diagnostic-là, c'est qu'il n'a pas de posture de soumission du tout. D'accord. Donc c'est un chien qui est absolument incapable, si on lui dit ah non je suis pas d'accord, en fait il va immédiatement plutôt avoir tendance à se dresser, à grogner et à aller dans le conflit, et elle l'a jamais vu prendre une posture basse, être penaud, faire demi-tour, baisser les oreilles, tout ça il fait pas. Donc en gros, parce qu'on peut parler de méthode d'éducation à ce moment-là évidemment, hein, on peut parler de ça, si je me mets en colère, si j'envoie une disruption, oh je veux pas, etc., je vais faire monter la sauce. Ça ne va pas le calmer, on va forcément aller au conflit. Alors évidemment c'est quelque chose que nous on essaie d'éviter. Maintenant j'aime bien parler au conditionnel. Si jamais ça arrivait
qu'en gros je montrais au chien que j'étais le plus fort, que j'arrivais à chaque fois à gagner le conflit avec lui, est-ce qu'il se calmerait ou est-ce que ça pourrait empirer? Est-ce qu'on ne sait pas, bien sûr. En fait, on ne sait pas. Pendant un temps, justement, sur ces diagnostics-là, il était conseillé de, s'ils sont encore chiots, pouvoir les mettre avec des chiens de plus gros gabarit qui vont essayer de leur expliquer que non, il y a des fois où tu ne peux pas gagner. Ouais. Moi, je pense que fondamentalement, même avec je pourrais en avoir vu des qui font 5 ou 10 kilos, je pense que si le chien, son objectif, c'est de gagner un combat physique avec toi, tu vas pas souvent gagner, en fait. D'accord. Et en plus, j'estime que c'est pas à des propriétaires de chiens de compagnie d'apprendre le catch contre les chiens et de se faire mordre et de se dire on va gagner physiquement. Donc, pour moi, c'est non, mais j'en parle, alors qu'évidemment, c'est pas une option pour nous envisageable, mais c'est parce qu'on pourrait se dire, évidemment, on sait très bien comment sont culpabilisés les gens, et à chaque fois, c'est oui, peut-être qu'elle était trop gentille. Alors, pour le coup, ces gens-là ont jamais été dans la violence avec Jem, et à la fois, ils ont jamais été dans un truc complètement gnangnan ou quoi. Ils ont, la dame, évidemment, avec tout ce qu'elle a essayé beaucoup de choses. Typiquement, au début, il faisait, dès le départ, dès l'adoption, il grognait sur toutes les ressources. Alors, il y avait à la fois la nourriture, mais aussi n'importe quel objet qu'il pouvait voler. Okay. Et du coup, il y avait très souvent sur la journée des tensions avec le chien qui menaçait à distance. Et donc, la dame, elle en est venue à le nourrir à la main. En fait, elle lui donnait plus de croquettes dans une gamelle. Elle le nourrissait uniquement à la main, une par une, pour qu'il voit qu'elle cherchait pas à lui voler quoi que ce soit. Elle a évidemment essayé toutes ces techniques où elle arrivait pour rajouter des choses dans la gamelle, mais elle se faisait agresser quand même. Oui, parce que pour ça, on le déconseille fortement. Quand un chien mange, peu importe son niveau de stress, on ne va pas le voir, même pour lui rajouter de la nourriture. Donc. La nuit, elle le mettait dans la cage aussi pour éviter qu'il y ait par exemple quelqu'un qui puisse se lever dans la nuit, se faire agresser ou quoi. Enfin, il y avait une vraie question de sécurité où à un moment, il se sentait plus du tout en sécurité avec ce chien, même elle. Et ce qu'il a fait, alors la cage, ça a apaisé certaines choses, mais il y avait toujours un peu un détournement et un problème secondaire qui arrivait. Chaque fois qu'elle trouvait ce qu'elle pensait être une solution, ça se transformait parce que le chien, il est quand même super intelligent. Et donc, par exemple, son truc, c'est devenu de plus vouloir sortir de la cage. Donc, elle se positionnait hyper bien, elle l'appelait gentiment, elle pouvait sortir tout ce qu'elle voulait en termes de nourriture. À un moment, quand il avait décidé que c'était comme ça, il sortait plus, il la regardait, il menaçait dans la cage à plusieurs mètres, et elle le laissait tranquille pendant quelques temps. Et du coup, après, elle revenait, il finissait par sortir. Ouais, mais en fait, de toute façon, il n'y avait pas. Non, mais il n'y a pas le choix. De toute façon, t'es pas sur un truc. Voilà. Donc, elle est arrivée quand même extrêmement dépitée, un peu épuisée aussi, et puis elle, jamais dans sa tête l'idée de se séparer du chien ou de se dire je me laisse abattre et tant pis on va pas pouvoir le garder ne venait, mais ses enfants et son mari commençaient à avoir franchement peur du chien, plus vouloir s'en occuper du tout, et il y a vraiment que elle qui le gérait avec des tonnes de rituels, de protocoles pour arriver à pouvoir faire le quotidien. Elle le balade, c'est un chien qui a 3-4 heures de balade par jour minimum, elle habite donc en montagne, elle fait énormément de choses avec son chien, tu verras, elle te montrera les vidéos, mais elle lui a appris des tonnes de trucs. Par exemple, un des premiers exercices qu'elle m'avait montré que j'avais trouvé super, c'était le trust fall. Ce qu'on fait avec les enfants, tu sais, qui se laissent tomber, on le rattrape. Et en fait, effectivement, dans la relation, ce chien, il montrait qu'il avait vraiment pas confiance en eux, de toute façon, à plein de moments. Enfin, il y avait un lien qui était brisé, quoi. C'était ok? Non, c'était difficile en fait. Il avait beaucoup de mal en fait. Elle a mis longtemps à l'obtenir et clairement, elle était hyper prudente quand elle le faisait. Et c'était pas un trust fall où tu te dis super, tu l'as fait. Enfin, tu sentais bien qu'il y avait quand même des retenues en fait. Je me permets, mais c'est vraiment pas un exercice facile, même avec un chien où tout va bien. Le trust fall. Non, mais elle a vraiment. Je vais te rattraper, laisse-toi tomber quoi. Ouais, c'est pas rien, elle a vraiment gagné la confiance du chien à force d'exercices, de répétitions, mais sauf que malgré le fait qu'à 80% du temps elle obtenait des super jolies choses, ça pouvait switcher, il y avait des explosions, voilà. Okay. Donc la dissocialisation, c'est un diagnostic de maladie, surtout là je l'ai vu à 1 an et demi, il est déjà adulte le chien ou fin de période pubertaire. C'est un diagnostic grave en fait chez le chien, c'est comme quand on va dire chez l'humain trouble schizophrène, bipolaire ou des maladies comme ça.
a priori à cet âge-là, on a peu d'espoir que quelqu'un puisse expliquer à ce chien que non, il peut pas tout se permettre dans la vie et qu'on ne peut pas juste, quand on n'est pas d'accord, dégommer l'individu en face, quoi. Mais c'est vraiment ça en fait, c'est des chiens. Ils se prennent pour des en fait, pour eux, c'est des tigres, c'est des tigres de la savane qui ont affronté des tonnes de trucs. On a des cas comme ça, vraiment de petits chiens, hein, parce que si on le note, on me demande souvent, oui, mais là mon chien, je suis sûr que face à un gros chien, il ferait pas le malin. C'est faux. Un chien qui a gagné tout le temps, tous ses conflits, et qui est même tout petit, il vous couche à l'aboiement, un canet corso, juste à l'aboiement. Et puis de toute façon, il en impose tellement qu'à un moment, il a même plus besoin d'en faire des tonnes. Et en fait, il a juste une espèce de charisme et de posture. Il arrive, il peut être jeune, vieux, c'est le parrain, on le sait, donc tout le monde... Voilà, donc du coup, évidemment, alors comme j'entends souvent aussi, elle me dit vous êtes mon dernier espoir, j'ai tout essayé. Alors, c'est le moment où je vais sortir des violons sur la truc, parce que là, non, mais c'est vrai que c'est un truc que toi t'entends pour de vrai. J'entends parce que toi, souvent, là, quand tu le dis, on peut se dire mais peut-être qu'elle parce que la consultation psychiatrique, c'est un dernier recours et ça. Et oui, les gens n'y vont pas d'abord. Ils essayent absolument tout avant. L'imposition des mains, la communication intuitive, le cierge. Alors, elle avait pas essayé les colliers électriques, mais c'est souvent quelque chose qui vient à l'esprit des gens. Elle est pas du tout là-dedans, elle l'aurait jamais fait, je pense. Mais bon, voilà. Donc, elle avait presque tout essayé. Donc, on a mis en place le traitement, qui est un traitement lourd pour ce type de pathologie, qui combine 2 médicaments. Et on s'est tenu au courant très souvent. Le chien, il a progressé très vite. Alors, je peux regarder dans les suivis, justement. En attendant, je vais juste parler de ça. On parle de médicaments. Là, aujourd'hui, on va pas tout décrire, mais on va faire des vidéos sur chaque médicament, dans quel cas ils sont prescrits, quels sont les risques, parce que nous, ce qu'on veut, c'est pas vous imposer ou vous dire c'est nous qui avons raison, c'est que les gens soient assez informés pour qu'ils puissent faire la balance bénéfice-risque de ce qu'ils ont envie de mettre en place ou pas. Ces témoignages, ils servent aussi à ça, à se rendre compte que y a peut-être des solutions qui sont à pas dans être en contrôle pendant toute la journée, toute la nuit de mon chien. C'est aussi pas magique, je le répète tout le temps, parce que c'est pas non plus j'y vais, boum, coup de baguette magique, le chien est capable d'apprendre. Il y a des fois où ça ne marche pas du tout, quand même, faut pas me le dire. Bon, évidemment, si la majorité du temps ça ne marchait pas, on ne ferait pas toutes ces vidéos. Il s'avère que la plupart du temps on a quand même des bons résultats. Donc du coup, voilà, on arrive. Sur le diagnostic que j'avais, donc une dysocialisation primaire, ça c'est pour le nom de la maladie, et il était en état anxieux permanent, il avait instrumentalisé les agressions, ce qui veut dire qu'il les produisait avec très peu de signaux d'appel avant. Il avait agressé un nombre de fois qui faisait qu'il était capable de le faire façon réflexe, ou comme quand tu fais une prise de judo, tu vois bien que ton cerveau il a plus besoin de réfléchir, que le geste il arrive très très vite. Et deuxième consultation, donc 4 mois après à peu près, je revois Jem avec ses propriétaires, et là cette fois-ci j'avais aussi monsieur qui était venu au rendez-vous. Et monsieur était venu pour me remercier. Ah oui. Parce que il croyait, enfin sa femme elle essayait des trucs depuis 1 an et demi. Bien sûr. Et quand je leur ai demandé la fameuse note d'amélioration, donc madame a répondu 7, parce que madame est très exigeante et que faut que ce soit nickel et que elle voit bien qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler, et monsieur il lui mettait 8 parce que pour lui la vie avait changé, c'est-à-dire qu'il avait peur de ce chien, et là il recommençait à reprendre du plaisir avec, il avait pu le repromener, ce qu'il faisait plus, en fait il s'occupait plus du tout de lui parce qu'il y avait eu trop d'agressions sur lui. Donc le système de notation, on l'a dit dans une autre vidéo, mais en gros c'est le chien quand il arrive 0 au point de départ à la première consultation, et ensuite quand ils viennent ils disent de -10 à +10. C'est ça. 10 étant le chien est parfait, 6 ça s'est amélioré, et -10 c'est si ça s'est fortement aggravé. Donc du coup il y a beaucoup de choses qui avaient changé. Au niveau des agressions, il y en avait eu 2 fois en 4 mois, qui étaient des menaces avec grognement, mais où il n'y avait pas eu de morsure, alors qu'il y avait plein de choses qui avaient bougé. Il n'y avait plus d'agression autour de la nourriture, plus d'agression autour du vol d'objets par exemple. La cage, il acceptait d'en sortir à 99%, on n'avait plus non plus ces actions qu'il avait pu faire, elle avait le droit de lui mettre la laisse. Après, donc il a continué ses progrès. Ce qui s'est passé, c'est que donc le traitement qu'il a, c'est un traitement qu'en général j'annonce comme étant à vie. Si je me suis pas trompée de diagnostic, c'est pas des choses qu'on peut guérir. Donc en fait, c'est ancré trop, je pense, trop tôt dans le cerveau du chien et trop longtemps pour qu'on arrive à changer certaines choses là-dessus. Et du coup, c'est dès le départ un diagnostic où on dit aux gens, a priori, son traitement, il l'aura toute sa vie. On essaiera de le baisser autant que possible. Mais si on essaye de l'arrêter complètement, on va retrouver des choses qui sont pas possibles pour vivre avec lui, quoi. Voilà. Donc avec Jem, c'est un peu ce qui s'est passé. Les progrès étaient relativement bons. Et la propriétaire comme moi, en fait, dans ces cas-là, on n'a pas envie de laisser un traitement qui serait inutile. Donc on n'a qu'une tentation, c'est de se dire,
franchement là il a pas grogné depuis 6 mois, c'est super, tout va bien, allez on baisse un peu le traitement. Donc là on baisse un peu le traitement, très prudemment mais quand même, et qu'est-ce qui se passe 2 mois après, elle m'écrit un mail pour m'expliquer que son mari l'avait promenée en balade, et que, alors là c'est toujours un peu l'histoire assez rigolote parce que elle a tendance à dire mais c'est de sa faute. D'accord, oui, c'est toujours de la faute. En fait, Jem a trouvé une espèce de patte de sanglier, enfin un truc de cadavre dans la forêt, voilà, qui était quand même le truc qu'il adore particulièrement, et qui a été le truc où jamais quand il avait un truc comme ça, personne pouvait aller lui enlever, tu vois, même. Alors elle arrive, elle est super maligne, la propriétaire, donc elle arrive à le rappeler, lui demander autre chose, détourner, aller récupérer. Enfin, évidemment, elle a plein de systèmes pour y arriver. Mais en tout cas, si elle va frontalement vers le chien quand il a une patte de sanglier, elle sait qu'il faut pas le faire. Et même avec le traitement, elle en était jamais arrivée. Je pense qu'elle arrivait à lui dire tu lâches, mais elle restait à distance pour lui demander. Quand il acceptait de lâcher, elle était contente. Elle se disait c'est super, il aurait jamais fait ça avant. Et donc là, son mari a vu qu'il avait attrapé un truc. En fait, il est arrivé vers Jem qui voulait pas revenir pour rentrer de balade, qui était, je crois, détaché. Et il n'avait pas vu que le chien avait quelque chose. Donc en fait, il s'est approché du chien pour dire mais qu'est-ce que t'as ? Allez, viens, Jem, on rentre, etc. Et là, le chien a réagi super vite en grognant comme ça. Et je crois même qu'il l'a pincé ce jour-là, ou pas loin d'eux, mais je ne demanderai le détail. Et en tout cas, ça lui a refait une peur qu'il n'avait pas ressentie depuis 10 mois, tu vois. Enfin, il s'était pas fait agresser par le chien depuis très longtemps. Et il s'est dit putain, en fait, c'est encore là, quoi. Enfin, en fait, c'est encore en lui, quoi. Et donc, à un moment, on a eu une discussion avec elle et lui en disant ben voilà, en fait, bon, on s'est vu trop beau, on pensait que ce chien avait tellement fait des progrès formidables, même la posture de soumission, il en avait en tout cas, on arrivait à lui faire demi-tour et à retourner à sa place, même si clairement il était encore dans une posture très haute et qu'il disait pas vraiment je suis désolé. Il disait ça va pour cette fois. Mais voilà, c'était un peu un truc comme ça. Et du coup, on a décidé que non, le traitement on l'arrêterait jamais, qu'on descendrait jamais en dessous de la dose qui était juste au-dessus de celle où on avait eu ça. Et depuis, on a quand même des choses relativement stables dans le temps. Ils le savent, hein, ils sont quand même hyper responsables comme propriétaires, et ils prennent malgré tout beaucoup de précautions avec ce chien, mais tu verras, elle te montrera ce qu'elle a réussi à faire. Alors elle lui a appris à faire du pistage dans la montagne, elle va cacher un truc derrière une pierre paumée, et après le chien il le trouve. Elle lui a appris à faire le cirque, donc tu sais, il met les pattes sur un tabouret, enfin il sait faire 1 million de trucs, ce chien. Elle a une relation avec lui qui est juste incroyable. Tu soulignes ça, voilà, justement, pour parler de la relation qui est entre la personne et le chien. On n'est pas du tout sur un truc qui est, malsain ou qui est pas bon. Enfin, je veux dire, il y a quand même une super relation. Il y a un apprentissage gigantesque. Et elle le fait parce que le chien, c'est-à-dire, elle le fait pas pour dire je veux apprendre plein de trucs à mon chien. En fait, ce chien, il prend du plaisir dans les apprentissages, dans la nouveauté, et il aime. C'est marrant, elle m'a fait une réflexion un jour que j'ai trouvée vraiment super, super mignonne. Quand elle s'est mise à faire de la recherche et du pistage, elle m'a dit en fait tous ces trucs d'éducation qu'on a fait ces 30 dernières années, on était là à vouloir faire rentrer les chiens dans notre monde d'humains. Donc on leur apprenait à s'asseoir, à se coucher dans leur panier, à aller au bon endroit et à faire des trucs que nous humains faisons dans notre quotidien. Et là, en fait, quand on fait du nosework, on doit rentrer dans le monde du chien. Et on comprend rien à ce qu'il fait parce que nous on l'a pas, l'odorat, mais on est obligé d'essayer de se représenter le monde tel qu'il se le représente. Et ça, c'est un pas bien plus grand vers mon chien, et c'est grâce à ce chien compliqué que j'y suis venue. Et je l'en suis vraiment reconnaissant parce que j'ai appris tellement de choses avec ce chien, quoi. Enfin, tu vois, elle est vraiment incroyable, cette propriétaire. Et c'est un truc qui t'avait marqué, du coup, parce que tu m'en avais parlé. Ah oui, parce que c'est une tellement belle image. Et c'est vrai qu'on veut tout le temps faire rentrer les chiens dans notre monde et faire qu'ils puissent être des chiens de famille bien élevés, qui écoutent quand on a des invités, qui ne vont pas voler sur la table quand on fait un barbecue le dimanche, etc. Et là, c'est à nous, humains, de faire l'effort et d'aller essayer de les comprendre. Et du coup, c'est vrai que ça se développe beaucoup, toutes ces activités de pistage où des trucs tout bêtes, on cache une croquette et le chien il doit la trouver, etc. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce qu'on rentre quand même dans un monde qui est beaucoup plus le leur, et donc je pense que c'est des thérapies super chouettes pour les chiens aussi. Pour la petite histoire, cette dame, de par les problèmes qu'elle a eu avec son chien, c'est un peu pareil quand t'as des gens qui vivent, je sais pas, qui ont un enfant autiste ou un truc, qui ont
un gros handicap, qui se mettent, tu sais, dans ces associations de défense de la maladie en question, qui vont s'investir énormément parce qu'ils ont tellement vécu le truc de l'intérieur que ça a été vraiment difficile pour eux. Et elle, c'est un petit peu ce qu'elle a fait. Elle a créé une chaîne YouTube où elle montre quasiment tous les jours les exercices qu'elle fait avec son chien. Et alors, elle a fait des trucs incroyables. Il y a un nombre de vidéos sur des exercices qui, d'ailleurs, moi, ne cesse de me donner des idées pour les thérapies. Et je lui en suis très reconnaissante pour ça. Mais du coup, je pense qu'elle t'en montrera à plein et que, c'est assez incroyable ce qu'elle arrive à faire avec son chien. On vous mettra des extraits. On va essayer vraiment voilà, c'est un cas un peu particulier parce que sur tous les cas qu'on a vus ensemble, oui, il y a eu quelques agressions, mais là, on est vraiment sur des agressions. D'ailleurs, je crois qu'elle a des vidéos où on voit certaines agressions du chien et on voit quand même la violence du truc. Il y a un vrai respect de son chien et qui est énorme, ça c'est sûr. Mais par contre, il y a aussi des choses où on a réussi à lui dire. Non, ça en fait c'est pas correct, tu peux pas dans un monde social où tu vis en groupe, juste défoncer n'importe qui te dit un truc qui te plaît pas. Et donc là c'est non, et donc on a énormément réprimandé le chien en le renvoyant à sa cage, à distance, sans jamais être violent, la dame elle a un sang-froid, mais je me rappelle d'une vidéo d'agression où le chien il se retourne sur elle, et elle lui dit non Jem, assis, non. Et tu vois, alors qu'elle vient de se faire mordre à la main, tu la vois après se tenir, voilà quoi, elle a une compétence, un sens du chien qui est assez incroyable. Bah, écoute, on va voir ça. Si quand je vais là-bas, le chien fait rien du tout, il ne sait rien faire, je vais être très déçu. En tout cas, voilà. Bon, je pense qu'on a déjà fait une bonne partie du tour. On va aller voir ça en vrai, et du coup, on fera un petit point encore à la fin ensuite. Voilà. À très bientôt. Et voilà, donc on se retrouve chez Rebecca, la maîtresse de Jem. Elle m'explique qu'elle a commencé les cours d'éducation très très jeune avec lui, et qu'en plus de ça, juste avant son premier rendez-vous chez Sylvia, elle a commencé à inscrire son chien donc dans une sorte d'école en ligne qui s'appelle Fancy Dogs. C'est 2022. En 2022. Donc le 8 avril 2022, alors quel âge a le chien à ce moment-là? 1.5. Un an et demi. Oui. Ce qui est super intéressant, c'est que tu m'as montré des vidéos qu'on va mettre du coup pour tout le monde. Où on voit ton chien qui est encore tout petit, qui paraît, mais tout est normal. On le voit jouer avec d'autres chiens, on le voit faire des ordres, écouter parfaitement. Et donc à 1 an et demi, tu vas voir, tu te rends compte, tu vas voir le Fancy Dog Academy, comme ça on dit, et pour apprendre de nouvelles choses. Mais les réactions de morsures, de choses comme ça, ont eu lieu à quel âge? C'était très, très jeune. Très jeune. Oui. Ouais. Mais la chose est que la plupart du temps, il était normal. Il était complètement parfait. Et des fois, ça changeait d'un coup. Oui, ça a changé. Oui. Et au début, tu avais du mal à comprendre pourquoi. Là, elle m'explique que le tout premier événement qui était vraiment, qui lui a fait peur, c'était parce qu'il y a un voisin qui avait des poulets et donc le chien s'est intéressé aux poulets et au moment où son maître a voulu le récupérer, le petit chiot a réellement fait des attaques sur lui et l'a mordu violemment. Mon mari l'a attrapé et c'était un bébé, mais il l'a mordu violemment. C'était la première fois effrayante. C'était surtout la première fois où on a commencé à vraiment s'inquiéter, parce que les bébés chiens ne sont pas censés nous attaquer, quoi. Voilà, exactement, ils ont plutôt tendance à mordiller et à apprendre à pas faire trop fort. Et là, c'était vraiment une grosse attaque et le chien voulait pas s'arrêter. En fait, à cet âge-là, normalement, tu n'as pas des soucis aussi grands d'un coup où tu arrives à voir venir. Là, ça arrivait d'un coup, il y avait des changements de comportement, vraiment. Et alors quoi 95% du temps, c'était parfait. Et puis 5% du temps, de temps en temps, c'était difficile. Oui, mais l'autre chose est que qu'il ne veut pas sortir de son cage. Ça, c'est l'autre chose. Depuis tout petit, il voulait. Donc, il y avait une cage dans laquelle il pouvait se sentir bien. Il allait bien quand il était en dehors de la cage, il allait bien quand il était dans la cage, mais sortir de la cage, c'était très difficile, et là, ça pouvait le rendre agressif. Oui, et quand il était petit, vraiment tout petit, on pouvait le prendre de la cage et le sortir, mais dès qu'il a commencé à grandir un tout petit peu, on a tout de suite senti qu'il y aurait du conflit. Il commençait à grogner, on pouvait se faire mordre. Du coup, on pouvait plus mettre les mains. Et même toi.
Oui, bah en fait, il a jamais mordu quelqu'un d'autre que mon mari ou moi. Je dis pas que ce serait pas possible qu'il morde quelqu'un d'autre, mais si on ne manipule pas ou si on lui demande rien, il n'y a pas de raison de se faire mordre. Évidemment, si on n'essaye pas de le manipuler, qu'on le dérange pas, il n'y a pas trop de problèmes en général. Pour cette époque, dans la cage. Ok. Plus tard, il y a eu aussi des problèmes de protection de ressources. Est-ce que tu te rappelles quel âge ont commencé les problèmes vraiment de protection comme ça de ressources? T'as dû lui donner à manger à la main, c'est ça? Oui, mais les ressources, c'était pas, au début, c'était pas vraiment la nourriture, c'était plutôt des objets, mais pas des objets spécifiques. Donc il pouvait prendre papier, un truc à chaussettes, oui. Ah d'accord, oui. Ouais. Non, c'était pas le jouet, c'était ce qu'il avait trouvé. Le truc le plus important pour lui, c'était pas la ressource. C'était le fait de garder. Le fait de garder. Ouais, d'accord. Oui. Donc il y a eu ça qui s'est mis en place. Ça c'est pareil, jeune? Oui, jeune. Très jeune? Oui, Ouais, oui. d'accord. Un peu moins d'un an, on va dire. Oh, maybe even 6 mois, 6 mois. 6 mois, ouais, vraiment I know ouais. that la première fois quand j'ai vu Dr. Masson, quand elle a demandé à quel âge les comportements ont commencé, c'était, I think that she was sure that it was brain chemistry à cause de l'âge. C'était trop jeune pour les comportements comme ça. Oui, c'est beaucoup. Et c'est pour ça qu'elle a été sûre des débuts. Du diagnostic. Oui. Ouais, d'accord. Donc, effectivement, là, le diagnostic, il a été. Bon, c'est pas toujours facile d'établir le diagnostic comme ça, mais là, c'est tellement clair que le comportement n'est pas typique. C'est pas comme ça d'habitude. Enfin, à 6 mois, ton chien qui te vole un truc, mais qui est prêt à te mordre pour pas le rendre, c'est quand même pas. Oui, et c'était de l'âge que les comportements ont commencé. Ouais, c'est trop tôt. Yeah. Et c'était pas une réseau de oui, en plus. C'était juste. Oui, parce que ça c'est important aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, si jamais à 4 mois, on s'amuse à voler des trucs au chien tout le temps, lui prendre, lui retirer le trigger à chaque fois, bien sûr qu'à un moment il devient agressif. Là, ça n'était même pas le cas. Tout était fait en douceur, on se remet. Bon, le poulet, fallait le sauver le poulet, mais le reste du temps, tout allait bien, vous étiez calme. On voit les vidéos, de toute façon, vous les verrez. Suite au fait d'avoir travaillé avec Fancy Dog, elle a commencé un cahier qui était censé être un cahier sur l'éducation, mais qui, à cause des premières morsures, se sont vite transformés en cahier sur le comportement du chien, avec quand est-ce qu'il m'a mordu, pourquoi il l'a fait, qu'est-ce qui se passait autour, y a-t-il des raisons, est-ce que c'est au hasard, etc. C'est super intéressant d'avoir fait ça quand même, de t'être dit, tiens, je vais noter, pour voir comment va évoluer son comportement. On va pas faire tout le livre ensemble, mais on va simplement citer un des exemples qu'on a pu lire dedans. Là, on est vraiment sur un cas très spécifique qui a été noté et qui est intéressant, c'est j'ai été mordu, je sais pas pourquoi. Et en fait, effectivement, l'explication est très flou, quoi. C'est-à-dire qu'on se retrouve à prendre juste le petit truc pour commencer à s'entraîner et boum, hop, morsure. Alors que le chien aime bien s'entraîner. Et juste après, on a fait un exercice où je lui donnais à manger et tout était mais complètement normal. Pour moi, ce qui s'est passé, c'est, tu vois, comme quand il y a deux chiens qui sont pas d'accord, ils sont en train de monter en pression et d'un seul coup, il y en a un qui aboie et après, c'est terminé tout de suite. Voilà, j'ai l'impression que c'est leur communication, c'est ça qui s'est passé. Nous, oui, alors ça c'est un truc qui revient souvent, c'est que les chiens, moi j'aime bien le dire comme ça, pour qu'on voit, et ils vivent dans l'instant, carpe diem, immédiatement. Et c'est vrai que nous, quelqu'un nous fait du mal, on continue à y penser, pourquoi alors que le chien, une fois, hop, puis après, c'est fini. Le sujet est clos. I didn't want to train. I'd let you know. But now let's see. Okay. I don't know. Maybe 10, but I don't know. Okay. Donc, on va dire que sur 1 an et demi, on va imaginer une dizaine de morceaux. Or maybe more. Et peut-être même plus. Trop. En tout cas, oui, beaucoup trop. Donc vous avez été voir Sylvia. Ça, c'est parce que c'est la partie aussi qui nous intéresse. Donc, vous avez vu le docteur Sylvia Masson. Elle a pu faire le diagnostic avec toi. Et puis ensuite, il y a eu des médicaments. Elle a dit, je crois, que on ne sait pas si on pourrait les arrêter un jour. Elle pense qu'on les arrêtera jamais. Oui, no, I don't think so. Yeah. Ouais, dès le début, elle te l'a dit? Oui, mais je pense qu'au début, elle a commencé à percevoir, enfin. En fait, elle était vraiment très gentille, le premier rendez-vous. Du coup, elle n'a pas forcément dit combien de temps il y aurait les médicaments, elle a surtout dit on verra. Parce que elle a vu que moi j'étais vraiment
très affecté par la situation. Parce que tu m'as dit que pendant le premier rendez-vous, toi, tu pleurais. Oui, pendant 2 heures. Pendant 2 heures. It was really hard because I think I didn't want to. Alors, But just j'ai oublié de te demander, mais c'est intéressant. Avant de voir Sylvia, donc toi, j'ai vu, alors il y a des bibliothèques de livres, tu faisais des vidéos, tu notais les exercices, tu voyais des éducateurs. Tu avais une éducatrice ici. Oui. Une éducatrice à distance aussi, j'ai pu comprendre. Oui, j'ai essayé Plusieurs méthodes. Oui, j'ai consulté une comportementaliste aux États-Unis. Comportementaliste aux États-Unis, ouais. Avant aussi quand il était petit. Quand le chien était petit, quand Jem était petit. Et donc, oui, tu as vu beaucoup de monde en fait. Oui, beaucoup de monde. Rebecca m'a aussi expliqué que c'était un chien qui avait été éduqué au moment du Covid, qu'il n'y avait pas de cours collectif à ce moment-là. Il en a fait plus tard. Du coup, ça m'a intéressé. Je me suis dit, tiens, c'est dommage. S'il y avait eu des chiens qui l'avaient recadré un peu, peut-être que la situation aurait été meilleure. Mais elle m'a bien confirmé qu'elle est quand même sortie pendant cette période et que même si elle n'a pas fait de cours collectif, Jem a rencontré beaucoup de chiens. Il ne s'est jamais battu, il n'est jamais rentré en conflit avec d'autres chiens. Finalement, dans pratiquement tous les cas, les seules personnes qui avaient des risques de prendre une morsure, c'était tout le temps sa maîtresse ou son maître. En gros, les gens qui pouvaient apporter un cadre ou des règles de vie. Au moment où je suis en train d'enregistrer ces voix off, j'échange des SMS avec Rebecca pour avoir 2-3 infos supplémentaires et pour être sûr de bien dire la vérité. Il n'a jamais eu de vrai conflit avec un autre chien, comme je le disais, et même avec Zola. D'ailleurs, il est souvent même repris par Zola qui va lui dire ça t'as le droit, ça t'as pas le droit. Mais là, par contre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de violence. En général, quand il rencontre des chiens avec qui il n'a pas envie d'être, d'ailleurs, il s'éclate pas grave avec les autres chiens, hein. Il n'a pas de conflit, mais on voit clairement que ça le saoule, quoi. Il se laisse renifler, il se laisse faire, mais c'est pas un moment agréable pour lui. Quant aux enfants de Rebecca et de son mari, ils ont été écartés de toute situation dangereuse, comme par exemple des choses qui effrayaient beaucoup le chien, malgré toute la douceur et tous les rituels qu'on mettait en place pour un chien comme celui-là, hein. Juste mettre son collier, c'est quelque chose de très effrayant, et donc du coup on les a éloignés de tout ça très très vite pour être sûr que ça n'arriverait jamais. Rebecca me dit oui, c'est sûr qu'il aurait mordu mes enfants si jamais j'avais pas tout mis en place dès le début. Elle rajoute également, je sais que si mon chien avait mordu mes enfants, je m'en serais voulu, et puis de toute façon j'aurais dû me débarrasser de lui, sûrement, et que personne ne l'aurait adopté connaissant son histoire, donc il fallait vraiment faire en sorte que ça n'arrive jamais. Et elle me dit, c'est pour toutes les raisons qu'on vient d'énoncer là que elle s'est retrouvée donc à pleurer à chaudes larmes dans le bureau de Sylvia Masson, parce que il se passait tellement de choses, il y avait tellement d'enjeux derrière, et notamment le fait de pouvoir garder ce chien, le fait que sa famille soit en sécurité. On parle pas d'un sujet léger en fait, quoi. Tu observes à chaque fois que ton chien, quand même, dans la posture globale, il y a des moments de peur, il y a des moments d'angoisse. C'est quoi que tu observes? avait peur de la langue, oui. Il avait peur de la transition, comme on dit là. Oui, la transition, mais aussi de la vie. Le monde entier. Oui. No, il était très nerveux, rigide. Ok. Pendant la première partie de sa vie, il n'a jamais remué la queue. Ok. So I think he was scared, always stressed, scared. Vous verrez dans les images, en tout cas c'est le feeling que moi j'ai ressenti tout de suite quand j'ai vu le chien en extérieur. Il y a quand même une partie de la balade où pendant que vraiment il ne se passe rien, que tout est merveilleux parce que c'est un joli décor, on voit les choses de loin, tout se passe bien. On voit que c'est un travail, on le disait comme ça, un travail de vivre pour Jem, quoi. C'est-à-dire. Oui, mais c'était aussi peut-être parce que comme tu étais, oui, bien c'est sûr, différent. bien sûr. Oui. Mais et ça c'est intéressant ce que tu dis parce que je suis là donc c'est stressant peut-être, mais j'ai rien fait. Oui, non, tu as rien. Oui. Du coup c'est quand même pas normal. Non, c'est pas normal, mais voilà. c'était. Mais c'est parce que j'étais là. Oui. En revanche, on a vu qu'à un moment, il se détend, il se roule par terre, et alors là vraiment on retrouve le chien, vraiment qui vit sa vie de chien, quoi. Il est parti se coucher. Bon. Comment ça s'est passé après les morsures? Parce que ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de savoir est-ce que le chien mordait beaucoup encore après. Donc il y a eu des protocoles mis en place, mais en plus il y avait la médication. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de morsures derrière? Après, quand on a commencé le traitement. Moi, mais c'était pas fini. Oui, c'était pas fini. Mais en plus, elle a changé un petit peu les médicaments. Oui, parce qu'il a fallu trouver le dosage, les médicaments,
fallait tester des choses de toute façon. C'est pas un trick qui permet de tout changer, mais qui va permettre au chien de réfléchir, de prendre le temps d'observer, voilà. Et c'est pas juste une camisole chimique, on se retrouve avec un chien apathique qui fait plus rien, quoi. Je me rappelle que quand ça a commencé, au début de la médication, il commençait à être un peu étourdi, un peu comme s'il avait bu, ou il allait comme trébucher sur une marche de l'escalier. Mais ça arrivait qu'au début. Et toi, t'as pas eu peur de cette situation ? Bah non, disons que Sylvia Masson m'avait prévenu et ça devait arriver qu'au début. Et effectivement, c'est pas resté longtemps. Pour le travail que tu faisais après, c'était plus facile ensuite ou pas ? Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si, en gros, la médication a affecté le chien en termes d'apprentissage ou pas, et si c'est le cas, en bien ou en mal. Et du coup, elle me répond qu'elle n'a jamais cessé de travailler avec lui, donc elle n'a pas vraiment réfléchi à ça, mais elle avait l'impression que maintenant, elle savait quand est-ce qu'elle pouvait travailler avec lui, et que le chien était capable de montrer qu'il avait vraiment pas envie, sans attaquer directement. Donc ça, c'était une chose importante. En revanche, elle me donne aussi une information concernant la cage, par exemple. Donc c'est toujours ce moment de transition, de sortir, qui était très difficile pour lui. Et en fait, ça s'est resté au moins jusqu'au deuxième rendez-vous qu'elle a eu avec Sylvia Masson. Ça s'est pas fait en 7 jours, quoi. Voilà. Il avait moins peur, mais il a fallu y aller vraiment tout doucement. Donc là, ce qui est bien, alors là, c'est pour ça que ça m'intéresse vachement. En fait, on a tous les détails avec un vrai retour presque scientifique, une rigueur scientifique de tout ça, mais avec vraiment un regard d'un propriétaire pour son chien. But there's a big that stopped. So oui, ça c'est intéressant aussi parce que j'ai arrêté d'écrire quand ça allait mieux. Oui, quand ça allait mieux. Ouais. Et en plus de tout ça, après avoir vu la veto, Rebecca s'est dit tiens, je vais aller voir un autre éducateur, un spécialiste un peu dans l'éthologie, dans le management, dans le comportement du chien, afin d'essayer de trouver des solutions, des stratégies qui peuvent se mettre en place très très vite en fonction de ce qui se passe dans l'environnement. Oui, parce qu'elle faisait beaucoup d'obéissance jusqu'à maintenant, et le chien était très bon là-dessus, d'ailleurs il aimait ça. Mais en revanche, ça ne lui permettait pas de pouvoir gérer des situations, disons, impromptues, chose qu'elle a pu avoir grâce à ses petites stratégies et ces choses qu'elle a appris en plus. On peut dire qu'elle a rajouté des cordes à son arc encore. Sur le positionnement du chien. Dans le moment, oui. Trouver des solutions rapidement, avoir des rituels mis en place, plutôt que juste du training assis. Ça, il savait faire de toute façon, le chien. Il savait faire, et quand c'est des moments de difficile, pression, ça ne marche pas. Oui, voilà. C'est pour ça que tu as trouvé des stratégies, tu as été chercher des stratégies. Donc ça, c'est un comportementaliste? No, so Fenzi. C'est Fenzi. Yeah, they have some behavioral and management classes, very specific. Vous avez jamais dit, enfin, quand il grognait, vous avez respecté Oui, mais en plus, il n'a pas grogné beaucoup. C'était immédiatement. Il a très vite commencé à attaquer tout de suite. Oui. D'ailleurs, même quand il était petit, il faisait juste des petits bruits, tout petits bruits. Et jamais il a vraiment aboyé, clairement. Et puis une autre petite histoire, tiens, par exemple, j'ai 2 chiens. Zola, lui, si jamais il se fait attraper dans une branche à cause de sa longe, il va hurler tout de suite, ouais, je suis là. Alors qu'une fois, c'est arrivé, même plusieurs fois avec Jem, et Jem, clairement, il a fallu que je revienne sur mes pas, que je vienne le voir, et il était assis, et il ne disait strictement rien, il attend, sans bruit. Alors, ça c'est aussi quelque chose que je relève, c'est-à-dire qu'en fait, dans sa communication, nous quand on parle de comportement, nous on agit sur 4 axes, c'est-à-dire le côté un peu insertion sociale, l'activité, la peur et l'attachement. Et en fait, on a un modèle, nous on met la communication qui agit un peu sur tout. C'est-à-dire que tu peux être un chien un peu peureux, mais si en plus on communique mal avec toi, c'est pire. Oui. Si tu peux être un chien un peu attaché ou très attaché, mais si on communique mal, ou si je communique mal, ou si tu communiques mal, c'est pire. Et là, on a un vrai défaut de communication, donc l'axe de la communication est vraiment défaillant parce que le chien ne prévient plus au bout d'un moment, il attaque. Alors, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, et on va le voir dans pas mal des vidéos que j'ai prises là-haut, c'est que il communique très bien. Il ne grogne peut-être pas, mais en revanche, il envoie tous les signes d'apaisement à l'avance pour bien prévenir. Je veux dire, il ne me connaît pas, j'ai une caméra dans les mains, la caméra fait du bruit quand elle s'allume, quand elle s'éteint, et
quand je viens, je vais pas vers lui, mais que je le filme, on a une image, vous verrez, je vous la mettrai, on voit vraiment Zola qui arrive de face, tout content de voir la caméra. Je tourne doucement la caméra vers la gauche, et là, on voit tout de suite le chien qui me regarde, Jem, et qui envoie un bâillement tout de suite, genre, je suis pas à l'aise, mon gars, qu'est-ce qu'il y a, quoi. Alors, si ça, c'est pas respecté, parce que c'est des communications qui sont plus fines, c'est ça, quoi. Alors, entre chiens, ils se comprennent, mais nous, humains, un chien qui bâille, on pense qu'il est juste fatigué. Voilà, c'est vraiment un signe pour sa part de nous dire ça. Et effectivement, un humain pas au courant, qui ne sait pas, pourrait se dire « Oh bébé, t'es fatigué !» Oui, il va y avoir par exemple se lécher les babines, ou encore regarder sur le côté. Mais il est bon, là aujourd'hui, il est bon. Alors, le lasso, justement, les laisses lasso, c'est des laisses qui peuvent permettre de pouvoir passer la laisse sans approcher les mains et sans toucher le chien, puisque le chien n'aimait pas ça. Et accessoirement, quand elle parle de tirer le chien, on a pu voir un petit peu comment ça se passait. Il fallait pas se battre longtemps, parce qu'en fait, en réalité, une fois que la laisse était mise en place, du coup, tu l'amenais, il devait avancer un petit peu, et là, c'était ok. Une fois qu'il voilà, dès qu'il sortent, dès qu'il commence à marcher, tout est ok, et il y a vraiment plus rien. Une autre chose que j'ai oublié, mais j'ai vraiment, avant, il a pas un lit, c'était juste son cage en métal, finalement, parce que toutes les choses que j'ai mis dans le cage, il a déchiré. Les paniers, il déchirait tout. Et il y a longtemps que j'ai juste enlevé tout parce que c'était pas. Oui, alors maintenant c'est un vrai panier sans cage. Oui, sans cage, et dans le cage en haut, il a son coussin. Et là, c'est bon. Oui, là, c'est bon, mais c'était longtemps qu'il ne peut pas. Il aurait pas pu. Il aurait toujours détruit avant. Yeah, he had to destroy it. Oui. Okay. Et je pense que ça, c'était des stress aussi qu'il a. Bien sûr. Exprimé. Oui, bien sûr. Je lui ai demandé également quelques précisions concernant la médication, comment ça s'était passé, s'il y avait eu des instructions spécifiques, et parmi celles-ci, il y en a une autour de l'Androcur, qui est un médicament qui est quand même un peu plus difficile, on va dire, à donner, un peu plus fort, et donc voilà ce qui a été dit. Le traitement habituel, mais elle a pensé que peut-être avec tous les entraînements et le management et tout ça, que peut-être elle peut éviter ça, mais... Donc dès le début, elle voulait éviter de mettre de l'Androcur en se disant, tiens, avec l'entraînement, plus... Peut-être ça va être possible. Peut-être suffire. Oui. Et donc vous avez fait progressivement, donc vous avez rajouté l'Androcur, et il y a un moment où on s'est dit, tiens, peut-être qu'on peut l'enlever, ou pas du tout, là après on laisse... parce que... Oui, alors le problème, c'est qu'on a essayé de descendre la dose, mais qu'on a eu à nouveau des très très mauvais retours de la part du chien qui commençait à être agressif à nouveau très rapidement. Et autant, bon, il y avait plein de moments autour du collier, autour de tout ça qui étaient devenus gérables en faisant attention. Autant, s'il trouvait une ressource qu'il trouvait vraiment importante dehors, ça pouvait être extrêmement risqué. Et quand on parle de ressources importantes, ça peut être juste un caca de chat, par exemple. Pour nous, c'est vraiment très important pour que le chien se sente bien, qu'il puisse être lâché un petit peu dehors. Et donc, le problème, c'est que c'est dans ces cas-là qu'il va trouver quelque chose d'important. Rebecca me raconte aussi une autre petite histoire. Ensuite, elle me dit qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, il a trouvé apparemment un os d'animal quelque part. Elle l'appelait et puis il est pas venu. D'habitude, il vient tout de suite. Quand elle a été le voir, elle a vu donc qu'il avait un os. À ce moment-là, elle lui a parlé. Alors, elle lui a parlé un petit peu comme on parle à un humain, c'est-à-dire qu'elle lui a expliqué qu'il faisait très très froid et qu'elle aimerait bien rentrer à la maison, mais elle est restée extrêmement calme. Elle a pas changé de ton. À ce moment-là, elle s'est baissée pour ramasser la laisse et le chien a grogné un petit peu, mais il est venu. Et ils sont pu rentrer jusqu'à la maison, et là le chien a gardé son os, mais il a pu le manger dans son coin, quoi. Chose qui aurait été complètement impossible avant. Avant, à partir du moment où elle lui aurait parlé, elle avait le risque qu'il l'attaque, et si en plus elle avait eu l'audace de toucher la longe, alors là, ça serait mal passé. Donc voilà, elle était plutôt contente de ce résultat. Je dirais même, pour aller plus loin, que pour elle, c'est un énorme pas en avant pour leur relation. Notamment, elle a senti que pour la première fois dans ce genre de situation, elle n'était pas une ennemie pour son chien.
Et donc ça améliore aussi l'image que le chien a pour sa maîtresse, et puis bah du coup l'image de la maîtresse pour le chien. Donc là on vient d'avoir un exemple en extérieur. Alors du coup en intérieur, les choses se sont beaucoup améliorées parce que on a des rituels, des mises en place, mais surtout on a la coopération du chien. Quand il a fallu le sortir, tu m'expliquais que tu présente le collier et que très subtilement, mais le chien accepte ou pas, et du coup maintenant il accepte pratiquement à chaque fois, hein, de toute façon, voilà, mais il accepte comment? Juste en avançant un tout petit peu la tête très légèrement pour dire vas-y. Une fois que c'est fait, c'est ok. On a Zola qui se réveille là. Bonjour. En extérieur, là où avant c'était très difficile à partir du moment où il y avait une trouvaille qui était faite, comme à l'intérieur d'ailleurs, là il y avait vraiment une défense de ressources puissante qui était mise en place. Aujourd'hui on voit qu'on, sur un chien où la violence peut facilement être une option, le chien, hein, la violence du chien, on va pouvoir négocier en lui disant écoute, ok, garde ton truc mais tu viens, ou alors viens avec moi, ou même peut-être si jamais c'était une ressource moins importante qu'un os, on pourrait peut-être lui demander de lâcher. Voilà. Mais en tout cas, on est déjà sur quelque chose qui est plus gérable et négociable. Chose qu'avant, c'était genre vaut mieux que je m'éloigne, sinon ça peut être dangereux pour moi, ou même le chien va partir pour aller se mettre dans un coin, voilà, et ne veut pas entendre parler. Tu m'as quand même parlé de la dernière morsure qu'il y avait eu. C'était une situation très particulière parce que c'était avec ton mari, je crois, et il y avait ton chien a trouvé une tête de cerf, c'est ça? C'est quand même pas rien. It sounds like we live like in the Wild West. Parce que ouais, vous êtes dans un endroit très sauvage. Oui, et il y a des chasseurs et c'est pour ça qu'il y a des têtes de cerf. Parties de camp. Ok, c'est pas de ta faute, c'est pas toi qui as fait ça. Et effectivement, du coup là, le chien a trouvé ça. Ton mari ne l'a pas vu tout de suite, je crois, ou... Oui, peut-être pas tout de suite, mais quand il a vu, il a pris la laisse pour lui, et Jem he came forward and he bit him. Okay. Multiple times. It was very violent. C'est sur les mains toujours, mais c'était plusieurs fois, et c'était Jem qui a avancé. Quand Jem a compris que mon mari va lui... Prendre la laisse. Oui, prendre la laisse. Ouais. Donc il est venu... C'était la longe aussi? Non, oui. Donc on a quand même une longe qui est au sol, qui traîne derrière, et juste le fait de vouloir prendre la longe fait que le chien est capable de se retourner pour aller attaquer l'humain. Et ça arrivé en été dernier, donc là ça fait déjà 8 mois, 10 mois, un truc comme ça. Mais depuis il n'y a pas eu de nouveau de sujet. Non, il n'y a plus de morsure. En revanche, il va quand même grogner, par exemple quand je dois m'occuper couper ses ergots. Alors il aime pas ça, donc dès que je commence, toujours en coopérant avec lui, si à un moment il commence à grogner, je le relâche, j'attends un petit peu, je lui redemande sa patte, et quand il veut bien me la donner, on continue l'exercice. Toi, tu te sens en sécurité? Oui, parce que oui, mais des fois il faut que je change mon comportement, il faut que j'arrête ça et je reprends un autre. Mais tu sais comment faire pour que ça se passe bien. Oui. Tu as les compétences, tu as appris, tu le connais, vous connaissez, et en plus de ça, du coup, tu as le support médicamenteux qui permet de rester sur cette longueur d'onde. Dr. Masson, nous avons essayé de baisser le dose, de diminuer les doses de juste Abdurcor. Oui. Et non. No, well, we had some incident, but c'est impossible de savoir si c'est vraiment juste le 10 milligrammes de... Tu as raison. Mais en même temps, il y a tellement de choses qui rentrent en cause. Ça peut être très facile de descendre les doses d'un médicament et qu'il y a un incident derrière, et en disant c'est parce qu'on a descendu les doses, alors que ça se trouve c'est parce que la lune était mal alignée avec le vent qui est parti, la balle qui est partie à gauche. Voilà. Et du coup, on n'est pas sûr. En revanche, ce qu'on sait, c'est que pour l'instant en tout cas, on a moins de problèmes depuis que le médicament. Et aussi, ça on le sait. Oui, j'ai confiance en elle. Bien sûr. Oui, c'est... Toi, tu me disais tout à l'heure que vraiment ça t'avait changé la vie, que ton mari aussi se sentait mieux, plus en sécurité, enfin tout quoi. Oui. Non, avant c'était dans le cage ou en balade, dans le cage sans lit, sans lit, sans panier, sans rien. Maintenant, tu vois. C'est une vie normale. Oui, c'est une vie normale. Ouais. Donc le chien va mieux.
vous, c'est plus agréable aussi, même pour ton regard à toi, de regarder ton chien dans un panier, c'est plus agréable. Oui. Quand tu passes à côté, j'imagine qu'en plus avant il pouvait y avoir une mauvaise interprétation, vraiment un misunderstanding du chien. Quand tu passes à côté de la cage, il pouvait se dire peut-être qu'on vient me chercher. Aujourd'hui, tu peux passer à côté du panier sans problème. Oh yeah, if you go see him, he'll, you know. Ah oui, carrément. Yeah. C'est vas-y. Ouais. Ah oui, donc tu peux faire. Tant que tu lui demandes pas de bouger, tu peux même lui faire des câlins, le toucher. Oh yeah. Okay. Attends, je vais prendre la caméra. You want more? Ça c'est son signe que je vais continuer. Ah oui, non, c'est vraiment très chouette, quoi. Bon, effectivement, là, t'es dans une bonne condition, quoi. Oui, ok. Super. You want more? Ah ouais, il y a même des petits ronflements de satisfaction là qu'on entend. Genre... Donc tu me disais il y a quelque chose que tu as oublié? Oui, que avant il ne peut pas regarder mon autre chien quand il mange. Quand le chien mange, ouais. Jam would bark and growl and he just like go crazy. Ah, c'était vraiment difficile juste de le regarder. Oui, oui, et surtout la fenêtre, il lui voit, parce que je pense que la barrière a monté des choses, mais maintenant ça va pas. Il peut manger ensemble, oui. Okay. Pas ensemble, mais. Oui, séparément, mais il peut se voir sans que ce soit une crise. Oui. Hyper intéressant. Et la voiture aussi, du coup, il n'aime pas la voiture parce qu'il est malade en voiture. Il est malade depuis toujours en voiture. Oui, toujours. Mais à une époque, ça pouvait être un sujet très difficile. Bah, ce qui est intéressant en fait, c'est que il m'a jamais agressé alors que je le mettais dans la voiture. Je pouvais le porter, le mettre dedans. Alors il aime pas ça, mais c'est vraiment pas de l'agression parce qu'en fait, on voyait que c'est comme s'il était complètement genre résigné que c'est bon, il allait mourir. Pour les médicaments, ça c'est intéressant aussi parce que au début, j'avais peur que si je prends son museau, la muselière? Non, pas la muselière, mais le museau. Le museau. Et mettre des médicaments, que ça peut être un problème parce que les dents sont. But luckily, he's always let me. Ah oui? Yeah, I don't know why. But so the car, he's always let me put him in, and he's always let me give him his. Donc c'est vrai que c'est assez rigolo parce qu'on peut se dire tiens, on a des problèmes de sécurité de temps en temps avec le chien. Et puis les médicaments qui sont pas forcément très appétants, des fois, tu ouvres la bouche, tu lui mets dans la bouche. On est quand même sur l'endroit le plus dangereux du chien. Oui. Et il accepte. Il accepte. Oui. Oui, d'accord, vas-y. Voilà, ça c'est rigolo. Ok. Donc une dernière petite question, parce que tu m'as parlé tout à l'heure du fait que pendant que tu faisais tes exercices, tu faisais des cours collectifs, et pendant tes cours collectifs, on pouvait te demander mais pourquoi vous donnez des médicaments à votre chien? On pouvait te juger, d'accord? Juger le chien aussi. Oui. C'était pas facile. Et du coup, est-ce que c'est ça une des raisons pour lesquelles tu as voulu participer un petit peu à ce témoignage? Quand j'ai commencé à travailler avec Jem, j'avais vraiment honte. T'as l'impression que tu caches une partie de ta vie aux autres. Mais quand j'ai rencontré des personnes un peu plus ouvertes, un peu plus instruites, en général, dans l'éducation, pas que sur les médicaments, mais aussi sur le comportement, sur l'éducation canine, des vétos différents, ça m'a permis d'échanger avec différentes communautés sur différents sujets. Les humains, ils sont très préoccupés, très stressés, voire même apeurés, et là, c'était mon cas au moment où c'était devenu même impossible de travailler avec mon chien. Voilà, donc je pense que c'est important de parler de médication aussi. Et d'ailleurs, moi-même, j'en parlais avec les propriétaires de chiens, même s'ils pouvaient me juger, parce que c'est un sujet dont les gens ne parlent pas. Du coup, on se retrouve parfois vraiment très seul. Donc voilà, je voulais dire qu'il y a des options et qu'il y a des gens qui peuvent vous aider. Le fait d'avoir vu Sylvia t'a permis de voir des améliorations au fil du temps, et c'est encourageant. Ça donne envie de continuer. Et aussi juste de ne pas être toute seule. Oui. Parce que l'autre chose c'est que je peux envoyer un mail à minuit pour dire ça s'est passé et je suis sûre qu'elle va me répondre. Et en plus, Sylvia, à minuit, elle répond. Oui, c'est à minuit. À minuit, elle répond. Non, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un vrai support dans ces cas-là, quelqu'un qui peut t'aider et puis qui connaît effectivement le chien. Oui.
et qu'il ne juge pas. Oui, le jugement c'est quand même un des trucs qui revient souvent dans nos vidéos, la culpabilisation des maîtres. On a énormément de culpabilisation dans le métier, où en gros, à partir du moment où le chien va pas bien, c'est de la faute du maître, c'est parce qu'on l'a mal éduqué. Si en plus de ça, il y aurait un diagnostic, comme on connaît pas la psychiatrie canine, on imagine que la personne est en train de droguer son chien gratuitement. Non mais c'est vrai, c'est fou, on connaît pas. Et donc, le maître, il est culpabilisé, jugé, c'est vraiment genre waouh, la maîtresse. J'ai aidé à la pharmacie quand je. À la pharmacie, oui. Même à la pharmacie. Pour le chien, c'est pas le chien. C'était genre waouh, qu'est-ce que vous dites quoi. Voilà. Ouais. Et ça c'est heureusement donc voilà, bah ça sert nos vidéos parce que en fait c'est pas quelque chose qui est connu. Or le cerveau du chien, je le répète, il est pas immaculé, parfait, nickel. D'ailleurs la perfection ce serait ennuyant, mais il est comme nous. Des fois il est sujet à des mauvaises expériences ou une vulnérabilité génétique et voilà, quand on se confronte à ça et qu'on est tout seul, c'est super dur. Ça peut amener à faire euthanasier le chien, ça peut amener à le mettre dans une cage, dans un chenil et ne plus s'en occuper parce qu'on ne trouve pas de solution. Aujourd'hui, à part que toi, de temps en temps, et évidemment on reste vigilant. En dehors de ça, vous avez une vie normale avec votre chien. Tu me disais que tu pouvais quand même un peu voyager, un peu le garder, séparer les chiens. Ça reste difficile quand même de confier le chien. Confier le chien, c'est dur. C'est juste le mot normal parce que je pense que je passe plus de temps que normal avec mes chiens. Ouais. Mais oui, normal que je suis content. Tu le ferais quand même sans ça? Tu passes beaucoup de temps avec les chiens, de toute façon, t'aimes bien. Oui, j'aime bien, mais je pense que c'est beaucoup de travail d'avoir un chien comme ça. Bon, cette vidéo est déjà super longue, alors je vous fais un petit résumé pour ce qu'il s'est passé ensuite pendant le rendez-vous avec Sylvia. Il a été fait le point sur les dernières agressions, dont Sylvia est au courant car elle avait reçu le mail. On voit que le chien finalement se porte bien dans la salle, il est plutôt posé, à part au moment où un chat décide de se montrer par la fenêtre. On se rend compte que la dernière morsure a eu lieu avec cette histoire de tête de cerf, il y a 8 mois, mais que la morsure d'avant avait eu lieu presque 1 an encore auparavant, soit une seule morsure en 1 an et demi en moyenne, du jamais vu pour Jem. Le traitement ne sera donc pas changé puisque l'équilibre a l'air d'être présent. Les moments de transition restent les moments les plus difficiles pour lui, c'est-à-dire sortir de la maison, ça le stresse, mais on peut quand même le faire et surtout sans danger. Jem a également été ausculté, on a vérifié qu'il avait pas de douleur et de ce côté-là, RAS. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de liker et à très bientôt.